Alors, on est vraiment très heureux de pouvoir enfin relancer les cycles de conférences au Musée de la Chasse et de la Nature associés à la revue Bilbaude. Et encore plus heureux de recommencer ces cycles avec Estelle Zongmingoal, que je vais présenter rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, Estelle est historienne de l'art, elle enseigne à Sciences Po et elle dirige la chaire Habiter le paysage, l'art à la rencontre du vivant aux Beaux-Arts de Paris. Et par ailleurs, elle contribue depuis quelques années régulièrement à la revue Bilbaude. Alors aujourd'hui, nous nous réunissons autour de son livre Apprendre à voir le point de vue du vivant, paru chez Actes Sud. Alors je vais le résumer à grands traits avant de rentrer dans le détail. Alors ce livre part du constat que le monde vivant est à la fois omniprésent dans notre culture et en même temps, paradoxalement, absent, parce qu'il est là comme un décor, un symbole ou un support de nos émotions. Et alors cette manière de voir le vivant, ou plutôt de ne pas le voir, n'est pas un donné universel, mais c'est le produit d'une histoire et d'une culture bien particulière, qui est la nôtre, en Occident, et que, suivant l'anthropologue Philippe Descola, on peut appeler le naturalisme. Et alors l'enjeu de ce livre, à partir du constat que pose Estelle, est de nous aider à équiper notre œil pour apprendre à voir le vivant autrement, comme étant riche d'histoire, de relations invisibles et de significations inépuisables à découvrir. Alors pour cela, dans son livre, Estelle choisit pour guide des artistes peintres et des femmes naturalistes anglais et américains du 19e, dont le style d'attention au vivant fait justement effraction au mode dominant de représentation picturale ou de description de la nature. Alors c'est avec eux que nous allons, et leurs œuvres, que nous allons cheminer au long de cette conférence. Dernier point introductif, pourquoi, quel est l'enjeu aujourd'hui d'apprendre à voir le vivant ? Et il ne s'agit pas seulement d'ajouter une couche d'interprétation aux œuvres, ni d'enrichir le loisir naturaliste ou culturel, mais il y a bien un enjeu politique à apprendre à voir le vivant. Et là, je cite Estelle, dans un temps où l'on comprend la toxicité profonde de se rapporter au vivant comme simple matière, comme support ou comme décor de nos vies. Alors, le tableau que vous avez sous les yeux est extrait du livre d'Estelle et nous le publions aussi accompagné d'un article qui le commente dans le dernier numéro de Bilbaude qui est consacré aux rapaces. Alors, le titre de ce tableau est A Storm in the Rocky Mountains. Il a été peint en 1866 par le peintre Albert Bierstadt. Alors, première question très simple, que voyons-nous spontanément dans ce tableau ? Alors, bon, je ne sais pas ce que vous y voyez, et ça dépend si vous avez lu le livre d'Estelle ou pas, mais donc spontanément, on y voit une scène d'orage spectaculaire qui renvoie dans notre imaginaire à une sorte de sublimation du paysage ou de paysage qui traduirait le sentiment du sublime. Alors, la première question que je voulais te poser, Estelle, c'est en quoi la manière dont on regarde un tableau est révélatrice de la manière dont notre œil perçoit la nature. Alors, donc comme tu le disais en introduction, la nature, le monde vivant est omniprésent dans notre culture. Et une quantité de tableaux qui représentent que ce soit les arbres, les animaux, les fleurs. Donc la question, c'est pas tant que notre culture n'a pas prêté attention au monde vivant, qu'elle n'y a pas accordé de l'importance dans les œuvres picturales notamment, mais c'est plutôt sous quel visage, sur quelle modalité le monde vivant est présent. Et en l'occurrence, si on regarde notamment l'histoire de la peinture de paysage, ce qu'on aperçoit assez vite,
c'est qu'il y a 3 visages dominants. D'une part, le monde vivant est avant tout un décor, c'est-à-dire un arrière-plan pour des scènes humaines qui sont représentées au premier plan. C'est aussi un symbole. Donc voilà, par exemple, si vous avez un chardonneret élégant qui est un passereau, vous voyez en fait la préfiguration du Christ. Donc à la fois il y a du vivant sur la toile, le chardonneret est bien là, mais en fait il est là pour autre chose que pour lui-même. C'est pas vraiment lui qui nous intéresse, c'est le signifié humain qu'on lui attache. Et ensuite, le troisième visage dominant, c'est de voir le vivant comme un miroir de nos émotions. C'est ce qu'on dit, par exemple, quand on trouve un paysage mélancolique. C'est qu'il nous renvoie à nos propres états intérieurs, les reflète. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée dans cette généalogie de ces 3 apparitions, de ces 3 figures de la présence du monde vivant dans les œuvres, c'est que dans tous les cas, ce qu'on considère, c'est que le vivant n'a d'intérêt que quand il signifie autre chose que lui-même, que quand il signifie des choses proprement humaines, c'est-à-dire que ce soit nos propres histoires, nos propres associations d'idées, nos propres émotions. Et donc ça m'a beaucoup frappée parce que ce qui est contenu en creux, c'est que le vivant du coup, n'aurait pas vraiment de signification en lui-même, puisqu'on se sent contraint de lui ajouter nos propres significations pour qu'il y ait à la fois un sens et puis un intérêt aussi pour nous à lui prêter attention. Et évidemment, ce qui est manqué dans ces 3 manières de convoquer le vivant, c'est l'altérité du vivant. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas qu'il a ses propres trajectoires d'existence, ses propres histoires, ses propres relations. Et donc, c'est, à mon sens, cette histoire, on va dire, picturale de la présence du vivant dans les œuvres, elle a bien sûr des effets sur nos manières, je dirais, spontanées de voir le vivant en dehors des œuvres, qui est que très souvent, si on n'a pas été particulièrement formé. Être dehors, c'est voir des belles vues, des vues esthétiques à contempler, c'est voir comment dirais-je, des jeux de couleurs, de lumière, etc. Mais c'est parfois difficile pour notre œil de saisir qu'on est face à des altérités avec tout leur bagage propre qui ne sont pas les projections qu'on leur attribue. Et donc, il y a un passage, c'est pour ça que, bien sûr, je suis historienne de l'art et je parle d'œuvres, mais vous verrez, j'espère, dans toute cette conversation, qu'il y a un passage assez fluide entre nos habitudes de voir dans les œuvres et nos habitudes de voir en dehors. Et c'est bien sûr, l'idée, c'est que si on lit les œuvres autrement, peut-être aussi qu'on peut apprendre à voir le vivant autrement dehors. Alors, justement, on va rentrer un peu plus en détail. Et d'ailleurs, le mot détail n'est pas anodin, c'est vraiment un détail du tableau. Alors, c'est notamment ce que tu commentes, mais pas seulement. On ne va pas commenter l'entier du tableau comme tu le fais dans ton livre. Mais on voudrait vous inviter à prêter attention donc à cet oiseau qui se trouve sur lequel nous allons zoomer. Alors je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Donc il est dans la partie supérieure droite du tableau. On voit sa silhouette. Il est vraiment tracé en 3 traits fins. Et alors, donc, comment expliquer en fait la présence de ce rapace dans cette scène spectaculaire d'orage? Alors, ce que tu dis, Estelle, dans ton livre, c'est que donc dans cette peinture qui fait partie d'une école de peinture américaine qui s'appelle la Hudson River School, qui se développe dans la seconde moitié du 19e siècle, alors que les États-Unis se constituent leur identité de nation et se cherchent des symboles. L'interprétation la plus évidente en fait, de la présence d'un rapace, c'est de se dire c'est un aigle, c'est le symbole des États-Unis, donc c'est un pitargue à tête blanche, qui est le symbole des États-Unis depuis 1782.
Mais en fait, ça ne colle pas. Voilà, suspense. Et tu vas nous dire pourquoi. Je suis désolée pour ceux qui m'ont déjà entendu faire cette analyse, mais je suis invitée par la revue Billboard qui a fait un numéro sur le rapace, et donc ça semblait assez approprié que je parle d'un rapace ici. Donc, interprétation commune, c'est un pigargue à tête blanche. Et quand j'ai vu, donc, c'est-à-dire, c'est un symbole, en fait, si on revient à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire, en fait, il y a un rapace dans le ciel, mais en fait, c'est la destinée manifeste, c'est l'ascension de la nation américaine qu'on voit ici. Donc, vous voyez, il y a toujours ce jeu caractéristique d'annulation, de remplacement du vivant dans les œuvres. Il est là, mais en fait, il n'est pas vraiment là. Et moi, ce qui m'a intriguée, c'est que, donc le premier indice, c'est que quand on regarde ce rapace, si on suppose que c'est un pigargue à tête blanche, ça paraît très étonnant. Même si vous n'êtes pas extrêmement familier avec le pigargue à tête blanche, vous savez au moins qu'il a une tête blanche. Or, je me dis, si je suis Bierstadt et que je voulais absolument que ce rapace ne soit qu'un symbole, pourquoi n'aurais-je pas fait en sorte d'avoir un contraste marqué entre la tête et le corps ? Première chose, je me dis, c'est étrange. Deuxièmement, si on parle du gis de l'oiseau. Alors, le gis, c'est un concept en ornithologie qui est très utile, puisque les oiseaux ont cette habitude de se montrer très vite, très peu, qui est que vous identifiez un oiseau, pas parce que vous avez bien vu la couleur sur l'aile et le rond noir autour de l'œil, etc., ce qui n'arrive jamais, mais parce que vous avez saisi l'allure générale de l'oiseau qui lui est particulière, la manière dont il se meut, sa silhouette générale. Donc c'est ça, giser les oiseaux en ornithologie. Et donc si on regarde la silhouette, l'allure de ce rapace, il y a plusieurs choses qui ne collent pas. D'une part, le pigargue à tête blanche, normalement, a une queue en éventail. Ici, il a une queue droite, assez courte. Donc bon, voilà, autre indice. Ensuite, il a des ailes qui sont extrêmement peu digitées. Alors, digitées, c'est quand le bout des ailes, vous voyez les plumes se séparer comme des doigts au bout des ailes. Et ici, c'est vraiment une sorte d'aile assez droite. Et pareil, bon, si j'insiste, vous allez dire que vraiment, je vous assure, après ça, je ne reste pas là, mais je voulais dire, elle cherche vraiment la petite bête. Le rapport tête, corps, la tête très rentrée comme ça dans le corps, ça ne correspond pas non plus du tout à une silhouette d'aigle. Et je me dis, c'est étrange parce que un pigargue à tête blanche, déjà, c'est une silhouette qui est très familière en général pour les Américains, mais surtout Bierstadt, c'est un très grand marcheur, il en a vu beaucoup. Donc, s'il ne voulait faire de ce rapace que un symbole, et donc que ce soit vraiment un pigargue, on va dire qu'il n'a pas fait les meilleurs choix de représentation. Sauf que très bien, on se retrouve avec cette identification un peu trouble, mais on se dit, mais d'accord, si c'est pas un symbole, mais pourquoi avoir représenté un rapace dans le ciel ? Qu'est-ce qu'on en fait si ça ne veut pas dire quelque chose d'humain pour nous, si c'est pas encore une fois un symbole ? Et donc là, moi, la piste que j'ai trouvée, c'est de m'interroger sur non pas ce qui est cet oiseau. Alors voilà, si on veut arriver au bout de l'identification, il est probable que ce soit plutôt un vautour urubu, voilà, je vous le dis. Et, mais de manière plus profonde, si on s'intéresse non pas à ce qui est cet oiseau, mais à ce qu'il fait. Ce qu'il est en train de faire, je ne sais pas si vous le pressentez, donc vous allez dire il vole, certes, c'est qu'il est en train de monter. Et ça, on le perçoit de plusieurs manières. D'une part, il y a bien sûr l'inclinaison du corps de l'oiseau, évidemment, qui est, incliné vers le haut à droite. Mais ce n'est pas vraiment suffisant. Et si vous avez vu notamment des peintures d'ascension de la Vierge, par exemple, dans la peinture renaissante, le mouvement d'ascension, c'est un mouvement très difficile à représenter parce qu'il faut montrer qu'il y a cette sorte d'aspiration vers le haut. Et souvent, on a besoin de tout un tas d'artifices, donc des
petit chérubin qui pousse en dessous la Vierge, etc. Mais on sait qu'elle monte, mais on ne le voit pas vraiment. Et là, moi, je trouve qu'on le sent pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'il y a cet effet de dégradé de couleur que vous voyez là. Donc d'un bleu plus foncé jusqu'à un blanc plus clair ici. Vous voyez, il y a une sorte de palette continue. Et c'est ce qu'on appelle une perspective. Il y a un effet de perspective atmosphérique. Normalement, la perspective atmosphérique, c'est un procédé qu'on emploie pour créer de la profondeur. Et là, il utilise ce dégradé chromatique, donc qu'on appelle la perspective atmosphérique en histoire de l'art, pour en fait créer cet effet de poussée de haut en bas et qu'on voit vraiment l'oiseau s'élever. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, c'est pas possible que ce rapace ne soit qu'un symbole, parce que Bierstadt l'a représenté au seul endroit où ça a du sens de représenter un vautour dans ce tableau. Si on connaît un vautour, si on connaît la forme de vie qu'est un vautour. Puisque, en l'occurrence, il l'a représenté, donc vous voyez, c'est une peinture d'orage, comme a dit Anne, et c'est un orage qui est en train d'arriver. Donc, orage dit masse d'air froid, qui est d'ailleurs représentée par ces bleus de plus en plus sombres. Sauf qu'on a cette masse d'air froid, mais on a ici cette falaise extrêmement éclairée, ici, ces falaises mordorées qui attirent vraiment l'œil dans le tableau, donc qu'on imagine être encore et avoir été chauffées toute la journée par le soleil. Et alors là, si vous êtes parapentiste, tout de suite, ça fait sens pour vous, ce que je vous raconte, qui est que ce que représente ici Bierstadt, c'est quelque chose qui devrait être très difficile à représenter en peinture, qui est un changement de température. Puisqu'on est quand même sur une surface 2D, donc c'est quand même pas très évident. Avec une surface purement visuelle. Et ici, il nous représente un changement de température, à savoir ce qu'on appelle une ascendance thermique. C'est-à-dire que le contraste de température entre la falaise chauffée et la masse d'air froid qui arrive crée un courant d'air circulaire, une pompe en fait. On appelle ça une pompe. Et ça, c'est-à-dire ce changement de température, cette falaise, c'est le milieu de vie privilégié des vautours. C'est-à-dire que les vautours ont coévolué avec ce milieu-là, ce moment-là particulier, avec le vent créé par cet instant précis. Pourquoi ? Parce que les vautours, parmi les rapaces, c'est des rapaces particuliers. C'est des rapaces qui ont des ailes, comme le représente ici Bierstadt quand on a vu le gros plan, qui ont des ailes extrêmement longues et surtout extrêmement larges. Et ça leur permet, c'est presque des sortes de planches comme ça. Et c'est cette forme des ailes qui est très bien représentée par Bierstadt, au sens où on voit que c'est un corps fait essentiellement d'ailes. Le corps est presque minuscule. Quand on le voit de plus loin, on ne voit que les ailes quasiment. C'est cette forme d'aile particulière permet au vautour, nous dit que ce vautour a un vol qu'on appelle un vol à voile, qui est différent du vol battu, par exemple, des faucons. Un vol à voile, c'est un vol de planeur. C'est-à-dire qu'un vautour, ça ne bat quasiment jamais des ailes et ça ne vit que tissé au vent, c'est-à-dire en planant d'une ascendance sur l'autre, d'un vent à l'autre. C'est pour ça que, encore une fois, je vous dis que c'est vraiment pas anodin que Bierstadt ait représenté ce vautour à cet endroit particulier de la toile. Pourquoi ce vol à voile Les vautours, parmi d'autres rapaces, ce sont des charognards. Et être charognard, quand on est rapace, c'est vraiment un mode de vie très particulier, qui est que poursuivre votre vie, votre existence, ne dépend pas entièrement de vous. Ça dépend du fait que d'autres donnent la mort à d'autres et que vous tombiez sur les corps. Et donc, pour ça, évidemment, ça suppose de pouvoir parcourir des kilomètres et des kilomètres en une journée pour espérer pouvoir tomber sur le corps qui va vous permettre de poursuivre votre existence. Et
ce qui est très différent ce qui est très différent du vol battu, puisque le vol battu, c'est à la fois, ça marche, hein, ça a été, comment dirais-je, utilisé par beaucoup d'espèces, mais ça demande beaucoup d'énergie. Ce qui fait que quand on est un charognard et qu'on passe, c'est une physionomie d'existence complètement différente des faucons, etc. Ça veut dire qu'on passe des journées entières sans manger et sans savoir si l'on va manger. Et donc, il faut pouvoir, comme ça, se déplacer parmi les vents pendant très longtemps en espérant pouvoir tomber sur un corps. Pour moi, ce qui est très intéressant ici, c'est que en nous représentant ce vautour de cette manière-là, avec cette forme d'aile accentuée, dans cet instant-là du changement de température et dans ce milieu à l'aplomb de la falaise, ça nous dit que Bierstadt s'est intéressé profondément à la forme de vie singulière qu'est ce rapace et qu'il a saisi que en fait, ce vautour était indissociable du vent, qu'en fait c'était sur le dialogue immémorial au cours de millions d'années qui lui a donné ce corps-là, ce corps que je vous ai raconté. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort, parce que ça veut dire que voilà, nous, dans la vie, on n'a accès que aux formes des corps des autres vivants. On n'a pas accès à leurs dedans, on n'a accès qu'à leur forme extérieure. Et pourtant, même dans leur forme extérieure, là, quand je vous racontais les ailes de ce rapace, ces formes-là ne sont pas du tout muettes. Nous, on a l'impression, parfois, on a une sorte de manque, on a envie d'avoir accès au dedans pour pouvoir connaître. Et en fait, juste avoir accès au corps, à la forme de corps des autres vivants que nous, ça nous permet d'accéder à l'invisible, à une certaine forme d'invisible. Et en l'occurrence ici, dans ce pan du tableau, ce que nous donne à voir Bierstadt, c'est que la forme d'un corps d'un vivant encapsule, contient le comportement. Donc c'est ce que je vous racontais de cette forme d'existence très singulière qu'est le vautour, et aussi son histoire, c'est-à-dire le fait qu'au cours de millions d'années, c'est par un dialogue répété avec les vents que la forme de ses ailes s'est constituée et que sa forme d'existence particulière s'est déployée. Donc voilà, c'est un bouger possible que je propose dans la lecture du corps des vivants dans la toile, sur une toile, qui est de pas seulement faire une interprétation symbolique. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas du tout un symbole. Je dis, très bien, ça peut être un symbole, mais ça pourrait être aussi autre chose, et on peut tenir les deux ensemble, comme on fait souvent en histoire de l'art, d'ajouter une interprétation à une autre sans qu'elle ne s'invalide. Et là, en l'occurrence, ici, on peut voir ce rapace comme signifiant pour lui-même, comme portant un sens, c'est un très beau terme de Merleau-Ponty, portant un sens autochtone, qui n'est pas celui qu'on peut lui ajouter ensuite. Alors, on va continuer cette exploration justement de ce qu'il y a d'invisible dans les corps des vivants et qui peut s'exprimer à travers des tableaux, avec un autre tableau. Celui-là s'appelle Orchidée et oiseaux-mouches. Il a été peint par un peintre qui s'appelle Martin Johnson Head entre 1875 et 1883. Alors en fait, c'est une série de peintures que ce peintre a réalisées qui relèvent de la même composition, c'est-à-dire à l'avant-plan une orchidée et un oiseau-mouche ou un colibri sur un fond de paysage. Alors, l'interprétation commune, c'est que ce tableau serait en fait une fusion du genre de la peinture de paysage et de la nature morte. Ce qui, quand on y regarde un peu attentivement, est assez paradoxal puisque ces deux êtres sont visiblement vivants. Donc, Estelle, tu fais une autre hypothèse sur ce tableau, qui est que ce serait la fusion entre une scène de genre et une peinture d'histoire, qui sont des genres habituellement réservés à la représentation d'actions humaines. Donc, autrement dit, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans ce tableau. Alors, comment l'interpréter ?
Oui, donc c'est mon hypothèse, il se passe quelque chose, il y a quelque chose à comprendre, que c'est pas seulement une présentation, voilà, comme dans la nature morte, d'entités juxtaposées. Et effectivement, je fais l'hypothèse qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe, donc de la fusion entre deux genres, la scène de genre et la peinture d'histoire. Alors la scène de genre, rapidement, c'est un genre pictural qui comprend tout ce qu'on appelle les scènes de la vie quotidienne. Donc ça peut être scènes à l'auberge, les scènes d'intérieur, les scènes d'amour qui ne se passent pas entre des dieux ou des personnages historiques. Voilà, donc c'est tout ce qui est, on va dire, des actions plus communes des humains. Et donc, effectivement, voilà, là, ce que je vais essayer de vous montrer dans ce tableau, c'est qu'on a vu comment la peinture pouvait révéler une première forme d'invisible avec le rapace, qui est son comportement et son histoire évolutive. Et ici, je voudrais vous montrer comment, dans cette peinture, le peintre arrive à nous rendre sensibles à d'autres formes d'invisibles, que sont les relations entre les vivants. Donc, premier point, on va s'attaquer à la scène de genre. Donc, on a ici cette magnifique orchidée, qui est une épiphyte, qui pousse en hauteur sur un tronc. Et on a ici cet oiseau-mouche. Alors, pourquoi est-ce que je parle de scène de genre ? C'est parce que, plus précisément qu'une scène de genre, mon hypothèse, c'est qu'on a affaire à une scène galante, c'est-à-dire à une scène de séduction. Donc une scène galante comme vous avez chez Fragonard, par exemple. Et qu'est-ce qui me fait me dire ça ? Alors, je vais beaucoup vous parler de ligne de composition, qui est une sorte de marotte des historiens d'art. Pour nous, c'est très, très important, les lignes de composition, parce que les lignes de composition dans un tableau, c'est ce qui guide votre œil sans que ça passe par votre cerveau. C'est ce qui vous fait comprendre comment lire, quoi lire, qu'est-ce qui est important, comment le peintre a mis l'accent sur cette chose et pas sur telle autre. Et en l'occurrence, ici, la première ligne dont je voudrais vous parler, c'est cette oblique-là, voilà, qui est même presque littéralement représentée par cette ligne sur le pétale de cette orchidée, qui est poursuivie jusqu'à le pétale opposé. Et si on suit cette oblique-là, qui est l'oblique presque centrale, je dirais, du tableau, on remarque donc déjà, ça nous dit que les deux êtres sont reliés. Donc ils ne sont pas juste apposés l'un à côté de l'autre. Ils sont reliés. Par ailleurs, cette fleur, elle est représentée de telle manière qu'on a l'impression qu'elle est en train de se déployer vers. Parce qu'elle n'est pas du tout... moi, en tout cas, j'ai une sensation dans les représentations des pétales qui est vraiment un effort du peintre de nous la représenter presque animée et tendue, en plus par cette ligne de composition, vers ce corps de l'oiseau. Et là, c'est assez étonnant. C'est que cet oiseau regarde ailleurs. Ce qui en fait est un code assez classique de la scène de séduction. C'est-à-dire que, voilà, j'ai pas besoin de... Je pense que c'est assez clair. Et donc, il y a quelque chose d'un peu amusant, enfin, en tout cas intriguant dans cette relation-là, entre cette fleur qui se tourne, qui s'ouvre même vers cet oiseau, et cet oiseau qui regarde ailleurs. Ce qui me fait dire que c'est pertinent d'interpréter ça comme scène galante, outre ces codes picturaux de la représentation de la scène de séduction que je viens de vous décrire, il y a aussi par ailleurs l'appariement de couleurs. Vous voyez, c'est la même couleur sur la gorge du colibri et la même couleur ici, qui est une autre manière qu'a le peintre de nous dire que ces deux êtres sont en relation. Ce qui me permet d'interpréter ça comme une scène de séduction, c'est que, effectivement, du point de vue de l'orchidée, c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Elle est effectivement dans une opération de séduction à l'égard du colibri, puisque la relation invisible qui est représentée ici, c'est une relation de pollinisation. Le colibri ici, qui est un des plus petits oiseaux du monde, les plus légers, il y a certains colibris comme le colibri d'Helena qui pèse que 2 grammes, sont dans les forêts tropicales les pollinisateurs privilégiés de ce type d'orchidées, parce que ce sont eux qui ont un corps qui est capable d'aller chercher le nectar
qui est à l'intérieur de l'orchidée, puisque le colibri est nectarivore. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dis que c'est une scène de séduction du point de vue de l'orchidée? Puisque du point de vue de l'orchidée, ce qui est en train de se passer, c'est la possibilité ou non d'avoir une sexualité. Le colibri, quand il arrive sur la fleur, il a ce long bec, il va plonger son bec au cœur de cette fleur, et ce faisant, il va frotter sa tête et son corps contre les étamines, qui sont les organes mâles de la fleur, qui contiennent ces pollinies. Et les pollinies, c'est ce petit globe jaune, donc qui contient du pollen évidemment, qui est là. Et ensuite, couvert du pollen de cette fleur, il va aller lui chercher du nectar dans une autre fleur et déposer du pollen dans le cœur de cette autre fleur qui va tomber au fond de cette fleur et rencontrer les stigmates, qui sont les organes femelles de la fleur. Donc, du point de vue de l'orchidée ici, ce qui se joue, c'est effectivement d'attirer par des signaux extrêmement forts. Et donc, c'est tout ce diapason des corps qu'on pressent un petit peu, d'abord par l'appariement de couleurs, ensuite par ce long bec avec ce très long pétale et cette fleur qu'on imagine assez profonde. C'est comment dirais-je, donc j'ai perdu le fil, mais la fleur essaye d'attirer, de faire en sorte que le colibri vienne la visiter pour pouvoir avoir une sexualité, puisque le problème quand on est une fleur, c'est qu'on ne peut pas bouger. Et donc c'est une des très belles inventions de l'évolution. Plus le problème est pressant, plus l'invention est belle. C'est d'inventer cette relation de pollinisation, c'est-à-dire que la fleur doit passer par d'autres corps pour pouvoir accéder au corps d'une autre fleur. Elle doit nécessairement avoir des corps médiateurs entre elle-même et une autre fleur pour pouvoir se reproduire. Et donc son corps, littéralement, appelle le corps du colibri. Donc on a cette tonalité de séduction dans cette œuvre, mais néanmoins, ce serait un peu faux si je vous disais que c'était clairement une scène galante. Enfin, je veux dire, ce serait un petit peu, je dirais, c'est une scène galante du point de vue de l'orchidée. Mais du point de vue du colibri, c'est un peu autre chose aussi. Parce que, vous l'avez compris, la relation de pollinisation, c'est un peu une sorte de ménage à trois. C'est pas vraiment une relation entre deux personnages, comme souvent chez nous. Et c'est là que ça nous fait considérer cette fleur qu'on n'a pas du tout regardée depuis le début. Et que moi, j'avais pas du tout regardé quand j'ai commencé à étudier ce tableau. Et cette fleur est très intéressante parce que ça nous confirme que c'est bien la question de la pollinisation qui a en partie intéressé, de la relation invisible de pollinisation entre le colibri et la fleur, qui a intéressé le peintre. Puisque si on regarde bien cette fleur, on se dit pourquoi elle est là? Est-ce qu'elle est là pour équilibrer la toile, pour que il y a une sorte il y a un élément de chaque côté de la fleur centrale. Mais plus profondément, cette fleur est très différente de cette fleur-là, puisqu'elle n'a plus de pollinie. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais probablement elle vient d'être pollinisée, elle a été pollinisée. Et d'ailleurs, elle se détourne, elle se détourne du colibri, carrément. Elle ne va pas du tout chercher à l'appeler comme cette fleur-là. Donc, tout ça nous met sur la piste du fait que c'est bien ça qui est en train de se jouer, que c'est bien ça le drame que nous montre Hid, et que du point de vue du colibri, c'est pour ça que c'est une scène galante que j'appelle une scène galante un peu alien, pour reprendre le concept de Baptiste Morisot de parents aliens. À la fois, oui, il y a une parenté avec nos propres codes de séduction, mais il y a aussi quelque chose de différent, qui est que pour ce colibri, c'est plutôt c'est aussi une scène de genre, mais plutôt une scène de bombance, de victuailles à l'auberge, puisque pour lui, c'est ça ce qui est en train de se jouer. Et donc, de ce point de vue, on pourrait dire que la tension dramatique dans cette toile est représentée par le peintre plutôt du point de vue de l'orchidée, parce que c'est plutôt cette tension de séduction qu'on ressent. Donc ça, c'est le premier point. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Et ensuite,
Anne, au début, elle a dit que je faisais cette hypothèse étrange, que c'était une scène de galante, une scène de genre, et une peinture d'histoire. Et là, vous allez dire, elle exagère quand même. Alors, pourquoi une peinture d'histoire ? Donc, peinture d'histoire, c'est une peinture. Le genre pictural, c'est un genre qui représente des événements historiques humains, que ce soit des événements historiques avérés ou non, c'est-à-dire mythologiques, bibliques ou de l'histoire humaine. Et donc, c'est un genre proprement humain. Et ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'on pourrait l'appliquer aussi à cette toile. Alors, pour ça, la question qui m'a fait rentrer dans cette hypothèse, c'est, je me suis dit, mais ok, donc tu fais l'hypothèse que ce qui intéresse Heed, c'est potentiellement de nous donner à voir, de nous donner à sentir cette relation invisible de pollinisation, mais si c'était vraiment ça qui l'intéressait, pourquoi est-ce qu'il n'a pas représenté tout simplement le colibri sur la fleur, en train de le faire, si c'était vraiment ça qui l'intéressait. Et il ne l'a pas fait. Et j'ai deux pistes de pourquoi il ne l'a pas fait. Premièrement, parce que du coup, il y a une dramatisation de la scène à partir d'un concept d'un théoricien de l'art qui s'appelle Lessing, qui parle de l'importance en peinture de ce qu'il appelle un instant fécond. L'instant fécond, c'est que son théorie, c'est que si vous voulez raconter une histoire et que ce soit émotionnellement, narrativement fort, il ne faut surtout pas représenter le moment fatidique. Il faut représenter le moment juste avant. Sinon, vous enlevez toute l'attention. Donc, par exemple, si vous représentez Judith qui va décapiter Holoferne, il faut la représenter juste avant et pas avec la tête déjà découpée. Sinon, vous enlevez tout drame. Et donc, c'est ce qu'on voit dans le tableau de Goya. Magnifique. Dans ce tableau de Goya, ça va être beaucoup plus clair si je l'explique à partir de ce tableau-là. C'est exactement sur ce principe-là que Goya a construit cette toile. Vous avez ici le tireur, ici le corps d'un résistant qui va être fusillé. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est comment Goya a peint ce corps exactement, vous voyez, au même niveau que le corps de celui qui est sur le point d'être fusillé et dans la même position, c'est-à-dire qu'il a les bras levés comme celui qui est devant les fusils. Et ce qui est très fort, c'est que quand vous circulez depuis l'œil, le bras, le fusil, le cœur du résistant, vous tombez ensuite, là, par cette ligne-là, sur ce corps à terre. Et ce que ça crée, c'est une sorte de circulation et de dynamique qui fait que vous avez presque l'impression de voir le corps tomber. Vous avez la préfiguration de ce qui va se passer. Et c'est émotionnellement plus fort que de le voir déjà à terre. Parce que dans la circulation du regard dans la peinture, c'est comme si vous voyez cette personne mourir indéfiniment, 1000 fois, quand vous faites cette circulation à chaque fois que vous regardez ce tableau. Et mon hypothèse, c'est qu'il se passe un peu la même chose dans le tableau de Heed. Si on peut remettre le tableau, c'est magnifique. Puisqu'il y a d'autres lignes de composition qui sont importantes dans cette toile, et c'est une pyramide, carrément. Donc vous voyez, il y a cet oblique-là, qui ensuite repart ici. Donc il y a même les lignes des feuilles qui nous aident, qui repart jusque là, et ensuite vous voyez, elles sont à la même hauteur, la fleur et la queue de l'oiseau. On a ce triangle-là d'organisation des corps. Ça nous montre donc une pyramide en histoire de l'art. C'est une construction assez commune. Souvent, ce qui est au sommet de la pyramide, ça nous dit que c'est vraiment très important. Et là, c'est les Pollinies, donc bon, ça nous renforce dans notre idée qu'on n'était peut-être pas tout à fait sur une mauvaise piste. Mais de manière plus intéressante, ça veut dire que notre œil, potentiellement, circule donc, dans cette pyramide. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une pyramide, il n'y a pas de sens de lecture particulièrement. C'est-à-dire que je peux aussi bien faire ça. Et donc là, le drame qu'on voit, c'est comment l'oiseau
va polliniser cette fleur qui va être ensuite, sur le même principe que chez Goya, sans pollinie et donc potentiellement bientôt fécondée. Donc vous voyez, on a cette trajectoire-là. Mais si je la lis dans l'autre sens, c'est aussi une autre histoire qui est cette fleur déjà fécondée, qui potentiellement va être, dont on pourrait imaginer que c'est le colibri qui l'a fécondée juste avant, qui va ensuite féconder cette fleur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette même circulation potentiellement indéfinie entre ces trois points, qu'on le regarde suivant comme on veut. Et tantôt ici, cette fleur, c'est ce qui va arriver, c'est une figure du futur. Tantôt, c'est une figure du passé, suivant le sens de lecture, c'est-à-dire c'est un événement qui est déjà arrivé. Et alors, on est là face à quelque chose d'assez étrange, qui est qu'à la fois, on a un instant T, et dans cette circulation du regard, on a un événement qui s'est déjà produit et un événement qui va se produire. Donc, on a trois temporalités étrangement présentes sur cette toile. Et cet élément-là, plus ce dont je vous parlais du diapason des corps entre le colibri et cette orchidée, me donne à penser, donc je vous partage cette hypothèse avec vous, me donne à penser que ce qu'il se passe, c'est pas seulement l'événement singulier, là, ce colibri à cet instant T devant cette orchidée, c'est une sorte de... On nous donne à voir comment cet événement a déjà eu lieu et comment il se répète. Et c'est potentiellement ce qui explique ce diapason des corps. J'y arrive à mon hypothèse, c'est que le peintre essaye de nous faire sentir quelque chose, comme une autre relation invisible, qui est la relation de coévolution entre le colibri et cette orchidée. Puisque, qu'est-ce que c'est une relation de coévolution ? C'est quand, au cours de millions d'années, en l'occurrence pour les colibris, c'est 15 millions d'années, il y a une co-transformation, une co-métamorphose des corps entre les fleurs et les pollinisateurs. À tel point, petite anecdote en passant, que par exemple Darwin découvre une fleur à Madagascar, une orchidée pareil, et en regardant le corps de cette fleur, donc encore une fois la forme du corps est signifiante, en regardant le corps de cette fleur, il dit « Je ne connais pas ce pollinisateur, je ne connais pas cette espèce, mais je prédis que vous trouverez à Madagascar un papillon qui a une trompe de 30 cm parce que cette fleur a une profondeur de 30 cm. » Et 40 ans plus tard, des naturalistes découvrent cette espèce de papillon sphinx. Mais c'est pour vous expliquer ce qui est très beau dans cette relation de coévolution, c'est qu'un corps en cache un autre. Et que les corps se sont co-sculptés dans le temps. Et donc ici, pour revenir à mon histoire de peinture d'histoire, c'est qu'on voit en même temps un événement singulier, un événement qui a déjà eu lieu et un événement qui va se reproduire. Et ça, c'est exactement ce qu'est la coévolution, le phénomène de coévolution. Parce que la coévolution, c'est juste un événement singulier qui se répète indéfiniment sur des millions d'années. Et ça, c'est très puissant pour l'esprit parce que c'est pour ça que pour nous, c'est aussi compliqué à comprendre l'évolution parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est arrivé. Et donc, on a les formes finies du colibri et de la fleur. Mais en fait, c'est toujours en cours. Et c'est la rencontre galante répétée de ces deux corps qui ont créé ces corps et qui font l'histoire. Par distinction d'avec notre propre histoire ou un événement dans l'histoire humaine est par définition un événement qui n'arrive qu'une fois. Et dans l'histoire évolutive, les événements, parce que c'est un événement qui a des conséquences sur les corps des uns et des autres, se reproduit indéfiniment. Donc, il y a quelque chose d'assez intriguant pour moi, c'est que voilà, dans cette circulation indéfinie entre la fleur et le colibri, il nous donne quelque part, dans cette circulation de l'œil entre la fleur et le colibri, le peintre nous donne à pressentir quelque chose comme ce paradoxe qu'est l'histoire évolutive dans sa particularité d'histoire par rapport à notre histoire humaine. Et ce qui est intéressant et qui pourrait probablement qui ne pourrait pas se jouer ailleurs que justement dans une peinture,
en tout cas sur le mode de la représentation visuelle, c'est que ce tableau, il arrive quelques années après Darwin, enfin après justement le livre fondateur de l'origine des espèces de Darwin, et que ça reconfigure profondément le regard des peintres qui s'intéressent à la nature et la façon dont les formes des corps justement contiennent en capsule, comme tu dis, des significations. Et en fait, si on faisait une lecture un peu plus généreuse que la nature morte de ce tableau, on pourrait dire il a voulu vraiment représenter à l'avant-plan de manière hyper réaliste et descriptive, un peu en mode à la manière d'une planche naturaliste en fait, des vivants. Et la différence avec justement une planche naturaliste, c'est que là, ce qui est possible à représenter avec tous les outils propres à la peinture, c'est cette relation autrement invisible et même intellectuellement hyper compliquée à réaliser. Alors, pour poursuivre cette exploration, on va sortir du livre et s'intéresser à une peintre dont vous avez probablement entendu parler puisqu'elle est exposée en ce moment à Beaubourg, donc une peintre du XXe siècle, Georgia O'Keeffe, et prolonger en fait cette réflexion sur qu'est-ce qu'on peut voir dans cette fleur. Alors là, on change complètement de registre pictural. Mais elle t'a intéressée dans la poursuite justement de cette exploration que tu fais d'une autre lecture de la présence du vivant dans les œuvres. Oui, alors c'est quelque chose que j'ai développé cette semaine. Donc il faut vraiment être, comment dirais-je, indulgente avec moi parce que c'est vrai, c'est mon nouveau terrain d'exploration. Donc je vous partage maintenant avec du coup tous les enthousiasmes et toutes les imperfections possibles que ça implique. Et donc, on a Georgia O'Keeffe, même si peut-être vous ne connaissez pas forcément bien son œuvre, mais le pan de son œuvre qui est probablement le plus connu, c'est justement ces peintures de fleurs, qui sont des fleurs très étranges, on va le voir, parce que représentées à partir de choix très marqués et très différents de ceux dont on a l'habitude. Alors, on va commencer comme avec le rapace, c'est-à-dire que si je vous fais l'interprétation commune de ces fleurs, c'est que ces fleurs, en fait, ce n'est pas des fleurs. En fait, c'est des sexes féminins. Donc, en fait, c'est une sorte de représentation subliminale de la sexualité féminine. Donc, avec ce même jeu que je vous ai décrit avant, que oui, d'accord, il y a une fleur, mais en fait, c'est pas vraiment la fleur. En fait, c'est autre chose. Et c'est son signifié humain qui nous intéresse. Et de fait, je comprends pourquoi on est tenté par cette interprétation, parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire avec ces fleurs. Est-ce qu'on est juste censé les trouver jolies ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? C'est ça la question. Est-ce que ça peut signifier ? Est-ce qu'on peut l'interpréter comme on interprète volontiers une scène historique, un portrait ? Et d'ailleurs, son mari, donc Alfred Stieglitz, qui est aussi galeriste et collectionneur, et qui l'a beaucoup porté, quand Georgia O'Keeffe lui montre pour la première fois ses tableaux de fleurs, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Est-ce que vraiment tu penses les exposer ?» Ce qui dit aussi quelque chose sur notre rapport au vivant et sur le fait qu'on considère que quand même, ça n'a pas de force... Enfin, en tout cas, que l'intérêt est beaucoup plus difficile à trouver que si on peint des humains et des histoires humaines. Et d'ailleurs, de manière intéressante, Georgia O'Keeffe a écrit cette phrase que je trouve assez belle, qui dit « Ça ne m'est jamais venu à l'esprit de peindre des humains ». Et si vous regardez son œuvre, c'est très très vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout une posture, elle l'a vraiment mis en pratique. Donc, on a cette fleur très étrange. Pourquoi très étrange ? Parce que à la fois, la fleur, c'est vraiment un motif omniprésent dans l'histoire picturale. La peinture florale est très très développée. Donc, vous avez vu toutes ces peintures qui sont plutôt des natures mortes de bouquets, de la nature morte flamande, avec souvent des fleurs qui viennent et de contrées différentes et qui ne pourraient pas fleurir au même moment, et donc qui sont interprétées comme justement le tour de force de la peinture, de pouvoir faire advenir un phénomène qui ne pourrait pas arriver dans la vie réelle.
et aussi comme une sorte de célébration de l'empire, comment dirais-je, colonial hollandais, puisque ce sont des fleurs qui viennent d'ailleurs, etc. Donc il y a eu beaucoup d'interprétations. Il y a aussi bien sûr les planches botaniques avec lesquelles on est aussi familier. Mais là, il y a vraiment, comment dirais-je, les choix de représentation ne sont pas du tout ceux auxquels on est habitué, puisque normalement, là dans les cas que je vous décris, on a essentiellement des fleurs qui sont représentées d'ailleurs comme dans un autre tableau de Georgia O'Keeffe, magnifique, qui est un tableau de 1919 et le tableau d'avant est un tableau de 1924. On est plutôt habitué à ce genre de représentation, c'est-à-dire avec des fleurs qui sont peintes en entier, souvent, mises à distance et dont on peut, comment dirais-je, distinguer l'ensemble de la silhouette. Et c'est pas du tout le choix que, vous voyez la différence, enfin je veux dire, je pense que j'ai pas besoin de vraiment développer, je pense que votre œil le voit tout de suite, entre ça et le tableau, ce tableau-là. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous montre, on est en zoom avant, en gros plan, sur la fleur. On ne voit que la fleur, au sens l'organe fleur. Elle est énorme, elle prend toute la surface du tableau, et même elle déborde, donc ce qu'on appelle une composition ouverte en histoire de l'art, ce qui nous donne encore plus une impression d'envergure et qu'elle prend de la place. Alors, bien sûr, déjà, elle prend de la place, parce que si on lit les lettres de Georgia O'Keeffe, c'était vraiment un projet avéré chez elle qu'on prête attention aux fleurs et qu'elle dit, si je ne les peignais pas aussi grandes, personne n'y prêterait attention. Et voilà, encore une fois, un écho un peu à cette non-culture du vivant, pour reprendre un terme de Baptiste Morisot, enfin une idée de Baptiste Morisot, qu'on est dans on a un héritage culturel qui, encore une fois, a du mal à faire de la place et prêter attention, à s'intéresser aux autres formes de vie. Et surtout, outre ces détails dont je viens de vous parler, c'est que, du coup, on a un point de vue, je dirais, un point de vue impossible sur cette fleur. C'est-à-dire, c'est un point de vue qu'on n'a jamais, nous, humains. Si on regarde cette fleur telle qu'on la verrait dans la nature, avec une photo, par exemple, voilà, magnifique. À la fois, oui, là, on a toutes les médiations rendues possibles par la photographie et tout ce qui va avec, tout l'attirail qui font qu'on peut supplémenter les limitations de notre propre corps. Mais malgré tout, on n'a pas cette vue, comment dirais-je, plongeante, rapprochée, extrêmement intime avec la fleur comme on l'a sur le tableau. Magnifique, sur ce tableau-là. Oui, par ailleurs, ça s'appelle un balisier. C'est une fleur, une fleur tropicale qui notamment est à la Réunion, il me semble. Ça s'appelle un balisier rouge. Bon. Et donc, ce point de vue impossible sur les fleurs, je me suis dit, mais il est impossible pour nous. Mais en fait, il y a quelqu'un qui a ce point de vue sur les fleurs. Et vous allez voir l'écho avec Kid, c'est bien sûr le pollinisateur de cette fleur, qui a cette relation de proximité, d'intimité, de corps à corps avec cette fleur-là. Et donc, déjà, la fleur, du coup, serait représentée du point de vue du corps du pollinisateur, entendu comme corps physique, c'est-à-dire comme point de vue spatial. Et c'est encore plus explicite si je montre le tableau de Darum Blanc, voilà, que peint ici Georgia O'Keeffe. Là, on a encore un point de vue, comment dirais-je, qui est extrêmement, en tout cas, qui évoque beaucoup le point de vue des pollinisateurs, parce qu'on a ce point de vue en plongée, comme ça, avec justement cette partie de la fleur qui fonctionne pour les pollinisateurs comme à la fois comme un super appel et comme une piste d'atterrissage pour arriver jusqu'au cœur de la fleur. Donc il me semble que c'est encore plus criant sur cette peinture-là, qu'on est du point de vue spatial du pollinisateur, qu'on voit la vue de son point de vue spatial. Et si on revient sur la fleur rouge, voilà, sur ce balisier, je me suis dit, mais certes, on la voit depuis le point de vue du pollinisateur dans l'espace, mais plus encore, on voit la fleur depuis le point de vue du pollinisateur au sens de sa perspective propre
sur cette fleur, c'est-à-dire de comment, pas seulement comment il la voit spatialement, mais comment elle compte pour elle. Et c'est un concept que je vais chercher dans l'anthropologie et que je mobilise beaucoup dans mon livre, c'est-à-dire qu'on voit la fleur depuis le corps perspective d'un autre vivant que nous, qui est le pollinisateur. Alors, je vais bien sûr vous expliquer ce que j'entends par là, mais je vais entre-temps ajouter un autre concept, qui est qu'on voit la fleur, voir la fleur depuis le corps perspective d'un pollinisateur, c'est la voir avec toutes ses invites. Ça va éclairer ce que, là pour l'instant ça a l'air d'obscurcir, mais ça va éclairer ce que je veux dire. Invite, c'est un concept d'un philosophe qui s'appelle James J. Gibson, qui dit, en fait, chaque entité du monde a des invites particulières par rapport aux relations qu'on entretient avec ces entités. Un exemple, une poignée de porte, ça m'incite, ça m'invite, en tant qu'humain qui a vécu dans un monde avec des portes et des poignées de porte, à la tourner. C'est ça que c'est une invite implicite de la poignée de porte. Ce qui n'est pas le cas pour un tout petit enfant, par exemple, ou pour un autre vivant que nous. Si je suis artisan, le bois de merisier va avoir des invites particulières, c'est-à-dire que je vais y voir des choses qui vont m'inciter à le travailler de telle manière, etc. Alors que pour moi, qui suis historienne de l'art, un bois de merisier est sans invite, ou en tout cas, ce ne sera pas les mêmes que celles de l'artisan. Si je suis un chevreuil, une lisière de prairie va être une invite extrêmement forte pour moi, parce que c'est le lieu où je peux être à la fois dans cette exposée dans cette prairie avec toutes les herbes que j'adore, et en même temps où j'ai ce refuge de la forêt en cas de danger. Et alors que pour moi, cette lisière aura une toute autre signification. Vous voyez, c'est ça aussi, invite. Et signification en fonction de la relation qu'on entretient avec cette entité. Et en l'occurrence, ici, la fleur est représentée, à mon sens, avec toutes les invites que ça a pour un pollinisateur. Puisque une fleur, comme je vous l'ai dit pour Ide, c'est-à-dire tout ce qu'on voit de la fleur et tout ce qu'on interprète, nous, comme la beauté de cette fleur, ce ne sont que des signaux que a créé la lignée évolutive des plantes à fleurs, la lignée des plantes à fleurs au cours de l'évolution, pour attirer l'attention des pollinisateurs. C'est-à-dire la forme des fleurs, la couleur, l'intensité de la couleur, même la texture. On vient de découvrir récemment que les pollinisateurs peuvent différencier les fleurs en fonction de la texture des pétales. Tout ça, c'est pour nous quelque chose qui dit juste beauté générale, mais qui pour les pollinisateurs ont une signification particulière, parce que ça dit c'est ici, c'est pour moi, c'est là que je dois aller. Et c'est là que le terme d'invite dépasse juste la dimension de pure, comment dirais-je, fonction. Comme je vous parlais de la lisière du chevreuil, c'est pareil. C'est pas seulement que c'est une invite, ça contient aussi. Ça veut dire que ça fait saillance, mais en tant que ça fait saillance, c'est chargé aussi d'une tonalité affective propre. Ça veut dire que j'aime ou je n'aime pas cet endroit, que j'y suis attirée, que en tout cas ce n'est pas seulement, c'est pas un signal dépourvu d'émotions particulières. Justement, si par exemple vous avez vécu un événement particulièrement fort dans, je sais pas moi, je fais n'importe quoi, dans une guinguette, voilà, je fais n'importe quoi. Ensuite, toutes les autres guinguettes que vous allez rencontrer vont avoir une invite particulière pour vous, parce qu'elles vont avoir cette coloration particulière liée à ce premier événement. Et bien, c'est pareil ici dans la relation entre le pollinisateur et cette fleur, c'est-à-dire que si cette fleur est si spectaculaire, si extraordinaire littéralement, c'est parce que O'Keeffe nous donne à voir seulement, de manière hyper accentuée justement, les invite, c'est-à-dire ce que ça projette, ce que ça envoie, ce que ça dit pour un pollinisateur, pour qui les fleurs sont tout son monde. Je regarde mes notes, vu que c'est de l'exploration encore une fois, pour voir si j'ai oublié un détail important. Donc ça, c'est un premier point. Tu nous as pas défini ce qui était un corps perspective. Excellent. Voilà. Alors, je pense que ça je vais le faire tout de suite. Et donc, à partir de ce que je vous ai dit du concept d'invite, je vais vous lire un extrait qui n'est pas de moi,
je vais pas quand même m'auto-citer, c'est une citation de Baptiste Morisot, je crois que c'est dans Sur la piste animale, où il dit, donc il explique ce que c'est un corps, ce que ça veut dire voir depuis son corps, donc corps perspective. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire si ça veut pas juste dire déployer un appareil perceptif visuel. En toute rigueur, un animal ne voit pas, ne configure pas le monde depuis son esprit, mais depuis son corps. C'est son corps, avec ses puissances de sentir et de faire propres, qui fonde sa perspective sur le monde. Or, ce corps, c'est précisément un effet original de l'éco-évolution qui lui donne ses puissances propres et ses perspectives. Le point de vue de chacun, alors, n'est pas dans le corps comme dans un esprit, c'est le corps lui-même, rien d'autre que le corps. C'est-à-dire que c'est en fonction du corps et des puissances propres de votre corps que vous accédez au monde sur une certaine manière et qu'il y a ces invites-là pour vous et pas pour d'autres. Et qu'en l'occurrence, les fleurs, encore une fois, si on revient à ce que j'ai dit sur Reed, les fleurs sont le lieu, les entités qui possèdent le plus d'invites dans le monde des pollinisateurs. Et si je fais un pas de plus, je dirais même que plus que, que la fleur déployée dans toutes ses invites pour les pollinisateurs, si cette fleur est aussi extraordinaire, encore une fois, aussi spectaculaire, c'est parce que O'Keeffe la représente comme le super stimulus, je le dis, le super stimulus qu'elle est pour les pollinisateurs. Et pourquoi c'est intéressant que j'ajoute encore ce terme ? Super stimulus, c'est un concept en éthologie, donc en sciences du comportement animal. Et c'est un concept qui a été proposé par un éthologue qui s'appelle Nico Tinbergen et qui a beaucoup travaillé sur les goélands argentés. Et ce dont il s'est rendu compte, c'est donc il s'occupait de bébés goélands argentés et il s'intéressait à leur comportement de nourrissage, c'est-à-dire à quel moment ils prennent et demandent la béquée le plus volontiers à leur mère. Comment ça se passe ? Et ce dont il s'est rendu compte, puisque c'était des bébés qu'il élevait lui, c'est que, et qu'il faisait des expériences avec eux, c'est que les bébés goélands avaient que le signal perceptif le plus efficace pour les bébés goélands, ce n'était pas une image de la tête de la mère, mais c'était une baguette en bois qui avait à l'extrémité deux traits noirs qui permettait de créer un contraste très fort avec le point rouge, ce point rouge qui est si important pour les goélands et qui est sous le bec des goélands argentés et qui est vraiment le point focal pour un bébé goéland. Et donc, quand il mettait cette baguette, donc pourquoi c'est intéressant avec ce que je dis, c'est que cette baguette, c'est une construction abstraite et géométrique, c'est une abstractisation du bec de la mère, et que ça marchait mieux que quand il mettait l'image de la tête de la mère. Et alors ça, moi, ça m'a scié, parce que je me suis dit, mais du coup, ça explique aussi ce style, le style de cette fleur, qui n'est pas seulement qu'elle est très très rouge, très très grande, très très, intense, c'est qu'elle est aussi représentée dans un style qui tire vers l'abstraction. C'est pas la fleur, avec un effet d'illusionnisme parfait, et avec un certain goût pour la géométrie. Et du coup, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, parce qu'elle a vraiment représenté la fleur comme le super stimulus qui est la fleur pour un pollinisateur. C'est-à-dire que le pollinisateur, il ne voit pas, justement, si on regarde le monde depuis sa perspective, il ne voit pas le bord ourlé de la fleur, il ne voit pas la beauté épaisse de sa feuille verte, etc. Ce qu'il voit, c'est justement ce qu'elle nous donne à voir, c'est-à-dire une sorte de... la couleur, cette couleur extrêmement intense, qui est un signal différencié pour différents pollinisateurs. Et d'ailleurs, parenthèse, cette fleur, elle est pollinisée par un colibri. J'ai vraiment pas fait exprès. Mais c'est un colibri, et c'est pas du tout anodin, parce que ça explique pourquoi elle est aussi visuellement incroyable. Parce que, comme le pollinisateur est un oiseau, et que les oiseaux ont un très mauvais odorat, souvent les fleurs les plus spectaculaires, c'est les fleurs qui sont pollinisées par des oiseaux, parce que les oiseaux réagissent beaucoup mieux aux appels, aux signaux visuels. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que on a cette fleur
enfin voilà, si j'essaie de pousser, et en même temps c'est assez beau, qui est que O'Keeffe peint cette fleur du point de vue d'un pollinisateur, où elle peint comme un pollinisateur, elle peint les fleurs comme des pollinisateurs. C'est-à-dire comme les stimuli qu'ils sont pour eux. Et le dernier point que je voudrais quand même dire, par rapport à ce que je viens de développer sur justement cette expérience de Tinbergen, c'est que du coup, on se rend compte que l'abstraction, parce que du coup, c'est pas une invention stylistique de l'art humain, mais que l'abstraction, c'est quelque chose, c'est une invention du vivant non humain, parce que ça existe, ça fait sens, le rapport à l'abstraction chez les autres vivants, puisque c'est ce qu'on voit avec cette expérience des goélands argentés. Donc ça m'a scié aussi. Voilà. Et donc, on a finalement, on n'est pas obligé de faire ce lien, mais allez, pour le geste, on va le faire, qui est que c'est comme si, dans Shehid, on voyait l'orchidée, qui était aussi elle, assez extraordinaire, assez expansive, assez pleine d'invites aussi pour le colibri. Donc on voyait l'orchidée déjà un peu du point de vue du colibri, mais ici, comment dirais-je, Georgia O'Keeffe pousse encore la chose encore plus loin, c'est-à-dire que là, on n'a même plus le cadrage pour les humains, c'est-à-dire avec le fait que c'est quand même une vue à distance avec les personnages comme ça différenciés. Là, on est vraiment le pollinisateur devant la toile. Et ça, je trouve que ça, en tout cas, ça permet d'enrichir ce qu'on peut voir et surtout expliquer notre attrait. C'est un peu le dernier point. Je suis vraiment infernale, mais bon, c'est pas grave, je continue. C'est un peu le dernier point qui est que tout ce que je vous raconte, ça explique aussi en partie, enfin en tout cas ça explique. Ça explique en partie, ça rend compte de pourquoi aussi on trouve ça potentiellement beau, pourquoi on trouve ça aussi attirant. C'est parce que c'est attirant pour d'autres, ça a été fait pour être attirant pour d'autres. Et là, il y a une énigme très belle qui est que la beauté des fleurs est un don que nous fait la coévolution, parce que la beauté des fleurs est un don de cette relation immémorielle entre les pollinisateurs et les fleurs. C'est pour les pollinisateurs que les fleurs ont déployé ces attraits qui font qu'on les trouve si belles. Et donc là, il y a ce mystère très intriguant qui est que, malgré toute la différence de corps qu'il y a entre les insectes, les oiseaux, les chauves-souris, c'est-à-dire tous les pollinisateurs, et nous, humains, eh ben, il semblerait qu'on ait un goût, une sensibilité partagée avec eux. Et donc, ça fait pour moi que quand on regarde cette fleur, pour reboucler avec voilà, ce qu'on disait au début, d'une certaine manière, oui, ça nous parle de nous. Ça a une signification humaine. Ça nous parle de nous, mais ça ne nous parle pas de nous en tant que notre état intérieur à ce moment-là, quand on est devant le tableau, où on est un peu triste ou de notre trajectoire biographique. Ça parle de nous en tant que vivants parmi les vivants, c'est-à-dire en tant qu'on est reliés par des liens assez mystérieux avec d'autres formes de vie comme les pollinisateurs, avec qui on partage ce goût pour les fleurs. Merci Estelle. Alors, on n'a malheureusement pas le temps de re-rentrer dans le livre parce qu'il y a évidemment tout un pan du livre qu'on n'a pas du tout abordé, qui est cette exploration de l'écriture bien spécifique de certaines femmes naturalistes du 19e qui témoignent d'un style d'attention qui fait effraction par rapport à ce qui nous est resté en fait pour beaucoup des écrits naturalistes. Mais il y a le livre pour ça. Et en fait, on voudrait conclure avec une autre tonalité qui est présente dans le livre, plus personnelle, et qui témoigne en fait de ton propre apprentissage du voir au fil de cette enquête, qui est une enquête donc, qui passe par les œuvres et par une attention fine aussi aux vivants autour de toi, nourrie de savoirs scientifiques.
Et cette conclusion, c'est pour rappeler que cette enquête sur la présence des vivants dans les œuvres d'art peut informer notre manière de voir les vivants hors des œuvres, dans notre vie quotidienne, et que ça ne... Alors voilà, ça peut paraître un peu impressionnant, les détours qu'il faut faire, la mobilisation de la théorie de l'évolution enrichie d'une philosophie du vivant qui est plus récente que Darwin, mais qui vient redéployer en fait tout un champ de signification et d'histoire infinie en fait à raconter dans le vivant. Mais on peut peut-être déjà faire ce petit mouvement en fait d'écart par rapport à ce qui est un héritage en fait non questionné dans notre manière de voir. Et donc on va revenir sur ce tableau de Bierstadt, voilà. Et Estelle, tu vas nous lire la manière dont voilà, cette découverte du sens de la présence de ce rapace tissé avec le ciel dans ce tableau t'a conduite à regarder autrement les rapaces. Un rapace en particulier. La première fois que j'ai vu un grand-duc, c'était chez un fauconnier. Elle s'appelait Charlotte. Nom pour le moins inattendu pour cette force de mort que constitue le plus grand prédateur nocturne d'Europe. On s'adressait à elle en lui disant « vous ». « Comment allez-vous aujourd'hui » lui a demandé le fauconnier quand il est allé la chercher. Charlotte ou la mort, debout sur son perchoir, duveteuse, légère, vaporeuse, était pareille à un morceau de nuage tigré. Mais une fois sur ma main gantée, son corps s'est révélé tout autre. Massif, dense et impénétrable, les marbrures sur son dos comme des strates de sédiments, ses yeux ocres immobiles plantés dans mon visage. Comment peut-on être à la fois aussi minéral et aérien ? C'est ce que je me suis dit. Un roc qui vole, un oiseau dur comme la pierre, mon esprit cherchait la combinaison impossible qui rendrait compte de ce corps. Qui dirait à quel point le grand-duc est fait d'une autre étoffe que le reste du monde autour de lui ? Toute autre chose que le vouvoiement semble maintenant parfaitement insensé. Sans m'en rendre compte, j'ai arrêté de respirer. Charlotte vola alors depuis mon gant jusqu'à une plateforme un peu plus loin. Et là, la stupeur crut encore. Car elle n'avait pas fait un seul bruit d'aile en s'envolant. 1,80 m d'envergure et pas un bruit. C'est dans ce silence que l'on peut saisir qui est le grand-duc, quelle est sa manière propre d'être vivant parmi les vivants. Or, et c'est ici que se déploie pleinement l'effet du rapace de Bierstadt sur mon œil, ce silence s'incarne dans la forme même de son corps, dans deux détails qui font toute la différence entre cette vie et la vie d'un autre. C'est le bord des ailes, chez le grand-duc, qui raconte à quoi ressemble sa vie et ses nuits. Si nous ne manquons pas de lever la tête lorsqu'un pigeon s'envole près de nous dans la rue, c'est que l'on entend ses ailes claquer dans l'air. Lorsqu'il bat des ailes, ses plumes frottent les unes contre les autres et des perturbations sont créées dans l'air au niveau du bord d'attaque des ailes. Ce bruit de claquement, indifférent si vous êtes un oiseau diurne comme un pigeon, est fort ennuyeux si vous êtes un rapace nocturne et que l'ensemble de vos proies, du renard au mulot, s'en remet la nuit à ses grandes oreilles qui virevoltent au moindre souffle pour se protéger. La lignée des Grands-Ducs a inventé 2 solutions raffinées à ce problème. Le bord des plumes, au lieu d'être lisse, est frangé, ce qui atténue les perturbations de l'air. Et les barbes, ces membrures très fines qui composent une plume de chaque côté de l'axe central, se décomposent un peu à chaque battement d'aile. Une fine poudre est ainsi produite, empêchant les plumes de frotter les unes contre les autres. Ce sont ces 2 détails, dissemblances quasi imperceptibles, qui font émerger la forme de vie inouïe du grand-duc. Un règne sans partage sur la nuit. Faon, faucon, martre, milan, serpent, le grand-duc fond sur le monde, inéluctable comme pierre qui tombe. De la même manière que la forme des ailes du vautour de Bierstadt racontait son dialogue immémorial avec le ciel, la forme des ailes du grand-duc raconte la forme de relation de cet oiseau au monde, son empire, dont l'écho formidable se lit dans les oreilles toujours plus virevoltantes des mammifères
et la réactivité toujours plus grande de ses proies qui ont coévolué avec lui. Mais elle raconte aussi cette énigme constitutive du vivant, qu'il faut beaucoup de morts pour faire un monde. Comme le découvre Charles Darwin, le monde vivant que nous habitons trouve sa beauté et sa vitalité d'avoir été façonné par la mort en masse des formes de vie. C'est ce qu'il appelle sélection naturelle, dont le grand-duc est un visage. La nuit, lorsque le grand-duc est tout sauf exquisément rapide et parfait, le cri du lapin est terrible, écrit la poète américaine Mary Oliver. Mais le cri du grand-duc, elle continue, qui n'est pas celui de la douleur et du désespoir et de la peur d'être arraché au monde, mais celui de la gloire pleine et exubérante du porteur de mort, est encore plus terrible. Elle écrit « Lorsque je l'entends résonner dans les bois, puis que les 5 plombs noirs de son chant tombent comme des pierres dans l'air, je sais que je me trouve au bord du mystère, dans lequel la terreur fait naturellement et abondamment partie de la vie même la plus apaisée, la plus intelligente, la plus ensoleillée, comme par exemple la mienne. Le monde où le grand-duc a sans cesse faim et chasse sans fin, dit-elle, est aussi le monde dans lequel je vis. Il n'y a qu'un seul monde. » Merci beaucoup Estelle. Merci à tous. Si vous avez envie de poursuivre les discussions avec nous autour d'un verre, il vous suffit de continuer à gauche tout droit. Estelle va dédicacer des livres et vous avez aussi à disposition les revues Billboard si vous ne connaissez pas la revue et les derniers numéros parce qu'on ne s'est pas vu depuis quelques temps. Merci beaucoup. Merci.